Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous organisé par Présence. Le sujet du webinaire qu'on va animer aujourd'hui porte sur l'action des services de santé au travail et concrètement, qu'est-ce qui se passe au quotidien. Je suis accompagnée aujourd'hui par plusieurs personnes. On va faire un petit tour de table. Moi-même, pour me présenter, Céline Fage, je dirige un service de santé au travail sur Grenoble. Et vu que ce webinaire est organisé au niveau régional, je vais laisser mes collègues se présenter. On verra qu'ils viennent d'autres endroits. Florence. Bonjour à tous, Florence Dessals, je suis médecin du travail au service SMI 38, donc en Isère. Gaspard Gravier, je suis responsable du pôle prévention et ergonome à l'IST 43, donc dans le département de la Haute-Loire. Responsable des assistants et conseillers en prévention de la Gémetra sur Lyon et sa région. Nathalie Perrault, chargée de communication au service de santé au travail de l'Allier dans le 03. Et donc, je serai votre interlocutrice sur le chat durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques sur le chat. On vous lira en direct. Merci pour ce tour d'écran. Et donc voilà, comme vous le savez, nous avons 45 minutes de présentation et un quart d'heure qu'on réservera pour les questions-réponses. Donc voilà, comme vient de le dire Nathalie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y apporterons des réponses. Comme je le disais, donc aujourd'hui, c'est la journée de mobilisation des services de santé au travail au niveau du territoire national. Et en région, nous avons fait le choix au niveau Auvergne-Rhône-Alpes de repréciser et de clarifier ce que nous faisons concrètement au quotidien pour les entreprises qui adhèrent à nos différents services de santé. Nous allons voir différents points tout au long de ce webinaire. Après un propos introductif, nous vous présenterons vraiment concrètement ce que nous faisons. Donc, la première action qui vous sera présentée, c'est notre action de conseil et donc comment nous aidons les entreprises à évaluer leurs risques professionnels en vue de déterminer des plans d'action. Dans un second temps, nous verrons notre action d'information et de sensibilisation, donc tous les conseils qu'on peut vous donner pour agir sur la prévention des risques professionnels. Dans un troisième temps, nous parlerons bien entendu de l'action que vous connaissez tous, c'est le suivi santé-travail des salariés. Et puis nous ferons un focus sur le maintien en emploi, qui est un sujet de plus en plus mis en exergue. Comment repérer et accompagner les salariés et que faire et quelle action a le service de santé au travail pour vous aider dans la gestion de situations un petit peu délicates. Nous conclurons le propos et donc aurons un temps d'échange avec vous et répondrons à vos questions. Alors, pour commencer et resituer un petit peu le contexte, la santé au travail, tout d'abord, c'est un sujet évidemment d'actualité voilà, qui s'est d'autant plus mis en avant l'année dernière avec la situation sanitaire que l'on a connue. Tous les employeurs, tous les salariés se sont vraiment questionnés sur comment travailler dans un contexte sanitaire complexe. Et les services de santé ont été à ce moment-là les interlocuteurs privilégiés par les entreprises et les salariés eux-mêmes. Donc, ça a mis un petit peu le projecteur sur nos actions. Pour autant, c'est important de rappeler que c'est vraiment notre action du quotidien, qui est crise sanitaire ou pas, d'être les conseillers de l'employeur et les conseillers des salariés pour intervenir sur la prévention des risques. Cet été, le 2 août, il y a une loi qui est parue, qui est venue modifier déjà l'appellation des services de santé au travail, qui deviennent des services de prévention et de santé au travail. L'idée est bien de renforcer la prévention et également de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Donc, il va y avoir dans les mois à venir différents décrets, bien sûr, d'application. Vous verrez qu'on communiquera évidemment pour faire évoluer notre action. Mais dès à présent, c'est important qu'on clarifie ce qu'on fait. Et cette volonté, elle est là depuis plusieurs années. Présence a déjà organisé des rencontres santé-travail de ce type, hein, ça fait plusieurs années. Et donc, encore une fois, voilà, ça nous paraissait important de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière la cotisation, puisque vous savez tous que vous payez une cotisation pour chacun de vos salariés, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tout le monde pense à l'action du médecin du travail, mais ce n'est pas seulement lui qui travaille, il y a tout plein d'équipes pluridisciplinaires et de professionnels de santé et intervenants en prévention des risques. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Plus précisément peut-être sur le réseau Présence.
pour que vous ayez une vision globale, même si l'idée n'est pas de s'apesantir trop là-dessus. Mais voilà, au niveau région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est 12 départements qui sont concernés, 31 services de prévention et de santé au travail, et ça représente à peu près 450 médecins et un peu plus de 1000 intervenants dans les équipes pluridisciplinaires. On parle ici des infirmiers, des assistantes bien sûr et secrétaires médicales et des intervenants en prévention des risques professionnels. Donc ça fait un certain nombre de personnes qui ont du temps à vous accorder et qui doivent vous accorder du temps pour vous aider à cheminer sur le chemin pas forcément facile de la prévention et de la préservation de la santé des salariés. De votre côté entreprise, côté salarié, employeur, vous représentez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à peu près 200 000 entreprises, donc un peu plus de 2 millions de salariés suivis. À noter que la spécificité des services de prévention et de santé au travail interentreprises, c'est que 95% de nos adhérents sont de toutes petites entreprises, moins de 50 salariés, parfois et bien souvent moins de 20 salariés. Nous suivons tout type de secteur d'activité et nous voulons être présents sur le terrain et faire un travail de proximité avec vous. C'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Voilà, je crois que j'ai à peu près présenté dans les grandes lignes quel était le sujet. Encore une fois, vous êtes autour de l'écran, vous pouvez être salarié, vous pouvez être employeur. Notre action, elle est à viser de vous deux catégories de personnes. Donc, les services de prévention et de santé au travail suivent les salariés, on va le voir, mais on a aussi cette mission de conseiller de l'employeur tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, c'est important de le savoir. Je ne vais pas détailler le schéma parce que ça va être fait tout au long des témoignages, mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, hein, encore une fois, en posant vos questions dans le chat. Je vais maintenant passer la parole à Laurent, qui va nous présenter une action concrète pour aider les entreprises à évaluer les risques. Merci, Laurent. L'une des missions des SPSTI, c'est d'aider toutes les entreprises à évaluer les risques professionnels en vue de leur plan d'action. Cette aide, en fait, s'articule autour de 2 démarches. Tout d'abord, la réalisation de la fiche d'entreprise, et puis, dans un second temps, un accompagnement à la réalisation du document unique et de son plan d'action. Je vais tout d'abord vous parler de la fiche d'entreprise. Donc, il s'agit d'un document obligatoire pour les SPSTI et les médecins du travail. Ce document regroupe en fait un ensemble d'informations concernant votre entreprise qui va de votre activité, une description rapide de vos locaux et puis une première identification des risques. Ce document, il est réalisé par les professionnels de la prévention des SPSTI, qui sont les assistants et les techniciens en santé et sécurité au travail. Cette démarche est intéressante dans votre évaluation des risques pour plusieurs points. Tout d'abord, c'est un premier contact avec l'adhérent, qui sont les professionnels de la prévention qui vont dans votre société, qui vont échanger avec vous et qui vont visiter vos locaux. Ce sera l'occasion pour nous de faire un premier repérage des risques dans les conditions réelles de travail, donc en observant vos salariés dans leur activité. Et nous pourrons, à ce moment-là, vous apporter un regard extérieur et des conseils d'experts sur les préventions déjà existantes. Une fois le document réalisé, une version vous sera envoyée pour vous guider dans vos démarches de prévention. Et une deuxième version sera conservée au sein du SPSTI et ça permettra de faciliter le suivi médical de vos salariés. Enfin, lors de cette visite, ce sera l'occasion pour nous aussi, en fonction des situations observées, de vous proposer des accompagnements qui sont présents dans notre offre de service. La fiche d'entreprise sera associée à votre entreprise tout au long de votre adhésion au SPSTI et le document pourra être mis à jour si vous avez un changement d'activité, de nouveaux aménagements dans vos locaux ou même sur demande. Parlons à présent du document unique. Outre son aspect réglementaire, c'est avant tout la pièce centrale de votre démarche de prévention. En effet, il s'agit d'un outil qui vous permet un suivi, une traçabilité de toutes vos démarches de prévention. L'outil est divisé en 2 parties, une évaluation des risques et un plan d'action. Contrairement à la fiche d'entreprise qui est une démarche systématique puisqu'obligatoire pour les SPSTI, l'accompagnement au document unique se fait sur demande. Donc, c'est à vous de nous solliciter pour que nous vous accompagnions dans cette démarche. Voyons tout d'abord l'évaluation des risques. Alors, lorsque vous faites une évaluation des risques, la première étape, c'est d'identifier tous les risques présents au sein de votre société, c'est-à-dire de faire une liste exhaustive de tous les risques présents dans votre entreprise. Une fois que vous avez cette liste bien établie, il va falloir évaluer chacun de ces risques en prenant en compte les mesures de prévention déjà existantes et surtout l'exposition de vos salariés. Enfin, une fois ces 2 étapes réalisées, il faudra définir les mesures de prévention restant à mettre en place pour supprimer ou réduire les risques encore présents. Lorsque vous nous sollicitez pour l'accompagnement dans la réalisation de votre évaluation des risques, ce que nous vous proposons, c'est une aide méthodologique, en vous mettant à disposition des documents, des informations concernant la démarche, en vous proposant des outils adaptés à votre activité permettant l'identification et l'évaluation des risques,
Et enfin, comme vous serez accompagné par des professionnels de la prévention, nous apporterons un regard d'expert préventeur pour vous guider dans la démarche et le choix des mesures à mettre en place. Une fois que vous aurez évalué tous ces risques, vous aurez défini les actions à mettre en place, il faudra réaliser un plan d'action. Lorsqu'on réalise un plan d'action, il s'agit de définir les acteurs de ces mesures restant à mettre en place, définir les moyens alloués à chacune de ces actions et fixer des dates butoirs. Outre cet aspect pratico-pratique du plan d'action, c'est avant tout et surtout l'occasion de faire vivre la prévention dans votre entreprise. Par sa mise à jour et par le suivi du document unique, ce sera l'occasion de solliciter vos salariés. On a coutume de dire la sécurité est l'affaire de tous. Et c'est exactement dans cette démarche-là qu'il va falloir solliciter vos salariés pour les rendre acteurs de ces préventions encore à mettre en place et à faire vivre. Lorsque vous nous sollicitez pour l'accompagnement à la réalisation du plan d'action, ce que nous vous proposons, c'est un accès à un réseau d'acteurs de la prévention, c'est-à-dire une aide au choix dans les fournisseurs, une information sur les aides financières disponibles. Et enfin, encore une fois, je l'ai évoqué un peu tout au long de ma présentation, vous serez accompagné par des professionnels qui pourront vous apporter un regard de l'identification, la première identification lors de la fiche d'entreprise, une identification un peu plus poussée lors de l'évaluation des risques, qui vous accompagneront sur l'évaluation des risques, puis dans l'élaboration de projets de prévention, de leur élaboration, de leur concrétisation, et puis le suivi à long terme de toutes ces démarches de prévention. Donc vraiment un suivi d'ensemble sur tout ce qui est l'évaluation des risques professionnels au sein de votre entreprise. J'ai terminé ma présentation, je vais passer la main à Gaspard Gravier qui va vous présenter des actions un peu plus spécifiques que propose les SPSTI. Merci Laurent. Voilà, donc moi je vais vous présenter, en fait, c'est un peu la suite de ce que vous a présenté Laurent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ce travail qui est fait en amont, qui est du coup la rédaction de la fiche d'entreprise qui est faite par votre service de santé au travail. Il y a ensuite toute la partie donc, évaluation via le document unique et la réalisation du plan d'action. Et concrètement, je vais vous présenter comment les IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels, qui font partie de vos SPSTI, peuvent intervenir chez vous. Voilà. Du coup, alors comment? Il y a deux types d'actions qu'on va distinguer. La première, ce sont les plus simples, c'est les actions d'information et de sensibilisation qui peuvent se faire donc soit directement dans les entreprises, mais aussi au sein du service avec plusieurs employeurs. Ces sensibilisations peuvent se faire soit en atelier, donc en présentiel dans les entreprises, mais aussi en distanciel par des webinaires. Donc effectivement, la crise sanitaire a permis vraiment de développer cette deuxième partie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler donc main dans la main avec l'entreprise, avec les salariés, avec les représentants des salariés, avec les directions, mais aussi lors de partenariats qui sont possibles avec les différentes branches professionnelles pour essayer vraiment d'isoler les risques les plus présents dans une branche et ensuite essayer de créer des sensibilisations, des formations pour effectivement sensibiliser les employeurs et les salariés sur ces différents risques. Les intervenants en prévention des risques ont des approches qui sont multirisques. L'idée vraiment, c'est de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des risques qui sont en lien avec le travail. Les interventions se font en général dans les entreprises et principalement sur les risques qu'on va dire complexes où les entreprises ont du mal à évaluer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, suite à ça, trois exemples de risques que je considère comme complexes. Encore une chose qui est relativement importante, c'est que les préventeurs vous accompagneront mieux lorsque vous avez des projets, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin de déménager un bâtiment, d'agrandir un bâtiment, d'acheter du matériel, d'acheter des nouvelles machines. C'est à ce moment-là, à mon sens, qu'il faut faire appel à votre service de santé au travail et aux différents préventeurs pour qu'ils puissent vraiment vous conseiller, établir avec vous un cahier des charges, par exemple, pour vraiment déterminer vos besoins. Et ensuite, voilà, tout ça, toutes ces actions sont comprises actuellement dans votre cotisation. Donc, il ne faudrait pas s'en priver. Et comment faire pour faire appel à votre service? Il n'y a rien de plus simple. Soit vous rapprochez directement de votre service de santé, soit de passer effectivement par le médecin du travail pour lui faire une demande. Donc, là, je vais vous présenter 3 exemples. Donc, le premier exemple concerne l'ambiance physique. Alors, là, ça sera sur le bruit, qui est un des risques qui est assez présent donc, dans les entreprises. Et sur les 3 exemples que j'ai pris, j'ai essayé de partir sur des TPE.
Donc ça, c'est 3 exemples qui ont été menés dans mon service en 2021. Donc, le premier exemple concerne le bruit dans une crèche. Donc, une crèche qui comprend une douzaine de salariés, avec des plaintes récurrentes du personnel et puis une augmentation du stress des personnes et de la fatigue. Actuellement, cette crèche est dans un ancien local industriel qui n'était pas adapté sur le plan acoustique, avec énormément de résonance. Donc, comment s'est passée l'intervention? La première chose, c'est que le métrologue, donc l'IPRP, s'est déplacé dans l'entreprise, a proposé de faire une mesure sur site pendant 8 heures, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une dosimétrie. L'idée, c'était voilà, de mettre un capteur de bruit sur la personne pendant 8 heures, et suite à ça, de vraiment objectiver, de savoir exactement à quoi était exposée la personne. Effectivement, par rapport aux normes, on va dire qu'au-dessus de 80 décibels, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment agir. Et donc, il y a une confrontation entre la mesure et les obligations réglementaires. Donc, suite à ça, en fait, mon collègue a fait des propositions, donc notamment le traitement acoustique du local, qui s'est passé par l'installation de dalles acoustiques au niveau du plafond, une organisation différente, par exemple, des ateliers, éviter, par exemple, d'avoir tous les enfants qui jouent au même jeu pour éviter effectivement les cris, tout simplement, mais aussi travailler sur le matériel pédagogique, avoir du matériel pédagogique qui fait moins de bruit, par exemple, éviter tout le matériel qui est en acier, qui peut faire du bruit sur le sol. Et finalement, le résultat, donc ça a été un gain de 6 décibels. On va considérer qu'à partir de 3 décibels, on entend vraiment le résultat. Donc 6 décibels, on était passé largement en dessous de la norme, enfin des préconisations. Et effectivement, le retour qu'on avait pu avoir des salariés était assez gratifiant, puisque effectivement, il y a eu vraiment un avant et un après lorsque cette action a été mise en place. Je vais vous présenter donc un deuxième exemple, donc encore une fois sur un risque complexe, qui est le risque chimique. Donc là, c'était dans un salon de coiffure, et finalement, c'était une demande qui a été faite par le médecin du travail, puisqu'elle avait vu donc une personne lors d'une visite médicale qui se plaignait d'une pathologie respiratoire qui potentiellement était d'origine professionnelle. Donc la personne était actuellement en arrêt, et donc le médecin a contacté le chef d'entreprise qui a bien voulu faire intervenir donc un toxicologue pour faire une analyse. Cette analyse s'est passée en plusieurs temps. Donc déjà, il y a eu un aménagement temporaire du poste par le responsable pour que la personne soit moins exposée aux produits. Donc, par exemple, en évitant de faire les colorations, qui était un des produits suspectés. Ensuite, il y a eu une analyse de l'ensemble des produits qui étaient utilisés par la personne. Et notamment, on s'est rendu compte, enfin, mon collègue s'est rendu compte qu'il y avait des produits qui étaient sous forme de pâte et d'autres qui étaient sous forme de poudre, pour les balayages notamment. Le problème avec les poudres, c'est qu'il y a une volatilité qui est assez importante et donc une propagation du produit, puisqu'il est volatile, dans l'ensemble de l'espace qui pouvait justement affecter cette personne. Il y a eu aussi une vérification des systèmes de ventilation pour voir si effectivement les ventilations qui étaient mises en place dans l'atelier de préparation étaient suffisantes. Et donc au niveau des préconisations, effectivement, l'idée, ça a été vraiment de conseiller à l'employeur de partir uniquement sur des produits sous forme de pâte, éviter tout ce qui était poudre pour éviter effectivement toutes les émissions atmosphériques, améliorer le système de ventilation qui était présent, déjà par l'installation d'un bras aspirant pour aspirer au plus près de la source les produits chimiques, et aussi augmenter l'arrivée d'air pour avoir une meilleure extraction. La mise en place d'une sorbonne de laboratoire qui était dédiée aux espaces de préparation. Et suite à cette première action, il y a eu un ergonome qui est intervenu pour améliorer l'implantation de l'arrière-boutique avec l'ensemble des préconisations qui avaient été faites par le toxicologue. Voilà. Et finalement, les résultats ont été qu'à la fin, la personne a pu revenir travailler. Et lors de la seconde visite médicale, on avait constaté qu'il y avait une nette amélioration au niveau de ses problèmes respiratoires. Voilà, je vais terminer sur un dernier exemple qui a été fait donc, dans le milieu agroalimentaire, dans une microbrasserie, sur une opération qui était simple, qui était l'évacuation des drèches. Donc en fait, les drèches, ce sont les céréales qui sont utilisées pour fabriquer la bière. Donc voilà, il s'agissait d'une petite structure qui comprenait 2 salariés, qui a eu une croissance très importante sur les 2 dernières années, puisque
Il y a 2 ans en arrière, il y avait uniquement le responsable de l'entreprise et sa femme qui travaillaient. Et suite à l'augmentation des ventes, ils ont embauché 2 personnes. Ils ont donc vu la croissance, ils ont eu vraiment des difficultés, ce qui est encore quelque chose qu'on trouve, et pas forcément uniquement dans les TPE, mais même aussi dans les PME. Une difficulté de trouver du temps pour vraiment avoir une réflexion sur ces questions de prévention des risques. Et donc, il a eu l'idée de faire appel à son service de santé au travail. La problématique, en fait, datait pas d'hier, puisque déjà le chef d'entreprise avait des problèmes de dos. Et effectivement, son salarié qui avait repris un petit peu ces tâches-là, lui aussi se plaignait depuis quelques mois de mal de dos suite à cette opération qui est vraiment, donc on voit un petit peu les photos sur le côté, c'est donc à l'appel, l'évacuation manuelle en fait de toutes les céréales qui représentent environ 400 kilos 2 fois par jour à évacuer. L'intervention s'est passée en 2 temps. Donc déjà, il y a eu une observation qui a été faite sur le lieu de travail. Donc on a fait des vidéos pour analyser les gestes, les postures de la personne, mais aussi analyser l'organisation, comment était fait le travail, voir aussi avec l'employeur quelles étaient ses capacités pour investir dans du nouveau matériel. Et il y a une recherche de solutions qui s'est fait donc à la fois avec le chef d'entreprise, mais aussi avec les salariés. Et donc, on est parti sur une intervention qui se déroule encore en 3 temps, avec une solution à court terme, à moindre coût, une solution donc, qui consiste finalement à évacuer l'ensemble de ces céréales avec ce qu'on appelle une chaussette qu'on va mettre dans la cuve de préparation. Et à l'aide d'un gerbeur, on pourra évacuer l'ensemble de ces céréales. La suite, on est en cours actuellement, on fait des devis pour transformer ça sur un panier en inox qui justement permettrait de fiabiliser un petit peu plus la préparation. Et finalement, l'idée sur le long terme, ça va être de changer carrément la cuve de préparation pour avoir une cuve automatique. Donc on le voit sur la photo tout en bas, qui permet de se mettre à hauteur et d'évacuer très simplement l'ensemble des drèches. Voilà. Ce qui a été intéressant sur cette étude, c'est que finalement, on avait été appelé pour une opération simple et que l'idée, c'était l'accompagnement va continuer, puisque récemment, on a été appelé pour travailler sur d'autres tâches qui étaient problématiques, notamment l'embouteillage qui se fait encore à la main et l'opération de concassage du grain, où là aussi, il y avait pas mal de manutention. L'idée aussi, ça a été de former donc, le responsable de l'entreprise au management de la prévention, lui donner quelques clés, par exemple, lorsqu'on choisit un outil, effectivement, de pouvoir en discuter avec ses salariés. Donc ça aussi, c'est des démarches qui sont en cours. Et l'idée, voilà, c'est encore une fois d'intervenir en amont dès la conception des locaux, puisqu'ils pensent déménager dans quelques temps, pour effectivement choisir le matériel, non pas uniquement sur une question de budget, même si c'est important, mais aussi d'intégrer les questions de prévention à l'intérieur. Voilà ces 3 exemples. Donc, si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Je vais laisser la place à Florence qui va nous parler donc, du suivi individuel et adapté de l'état de santé de tous les travailleurs. Merci Gaspard. Donc effectivement, moi je vais vous redétailler un petit peu ce suivi individuel de l'état de santé des salariés de manière à ce que vous ayez des informations qui soient simples mais claires. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que ce suivi individuel de l'état de santé des salariés, il est réalisé grâce à une équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée par le médecin du travail, mais qui va collaborer avec des assistantes en santé-travail, avec des infirmières qui sont formées à la santé au travail, également avec un pôle de prévention dont on vient de voir en partie les activités qui pouvaient être proposées. Pour certains services de santé au travail, on peut également avoir des cellules de maintien en emploi dont on rediscutera par la suite. Et puis, on a également tout un tas d'interlocuteurs externes comme Cap Emploi, la Maison départementale de l'autonomie, les médecins généralistes et spécialistes, des assistantes sociales, la CARTAT, la DRITS, enfin tout un tas de personnes qui nous épaulent du coup dans ce travail. Donc, la plupart des salariés sont vus en suivi individuel par, en principe, des infirmières formées en santé-travail et qui vont réaliser des visites d'information et de prévention qui sont, pour la visite initiale, réalisées dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste.
L'intérêt de cette visite est d'interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les éventuels risques auxquels il est exposé de par son poste de travail, sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention qu'il peut mettre en œuvre, mais également de réorienter, si besoin, vers le médecin du travail un salarié qui aurait des difficultés en lien avec son poste de travail. L'infirmière va également informer le salarié sur les modalités de suivi, à savoir que les visites d'information et de prévention sont réalisées au maximum tous les 5 ans, mais que cette périodicité, elle est à l'initiative du médecin du travail qui peut décider de la raccourcir. À l'issue de cette visite, une attestation est délivrée au salarié et à son employeur. Certains salariés bénéficient de ce qu'on appelle un suivi individuel adapté. Ce sont notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs de nuit, les jeunes de moins de 18 ans, les salariés exposés aux agents biologiques de groupe 2 et les salariés exposés aux champs électromagnétiques au-dessus des valeurs limites. La visite est à nouveau une visite d'information et de prévention. Cette fois-ci, elle va être réalisée avant l'affectation au poste et la périodicité varie de 3 à 5 ans en fonction des cas. Enfin, certains salariés bénéficient d'un suivi individuel renforcé lorsqu'ils sont exposés à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, aux agents biologiques de groupe 3 et 4, au rayonnement ionisant, au risque hyperbare ou en cas de risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages. L'examen médical d'aptitude est réalisé avant l'affectation au poste de travail. Il va être en alternance avec les infirmières réalisé donc, tous les 2 ans et tous les 4 ans du coup pour le médecin du travail qui établira à ce moment-là un avis d'aptitude. Donc, vous avez bien compris, c'est un travail qui va être en équipe avec en grande partie des visites réalisées par les infirmières en santé-travail. L'avis du médecin du travail va intervenir sur les visites de reprise, dont on va reparler après. La visite de pré-reprise, on va en reparler également, mais il faut savoir qu'elle peut être à l'initiative du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil, mais pas de l'employeur. Il peut y avoir également des visites occasionnelles à l'initiative du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail. Et l'avis du médecin du travail va intervenir également en cas de réorientation de certains salariés par l'infirmière. Donc la visite de reprise, elle intervient après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, ou après un arrêt de travail supérieur à 30 jours, notamment dans le cadre des accidents du travail, mais également dans le cadre des maladies. L'intérêt de cette visite, c'est de vérifier la compatibilité du poste de travail et notamment de proposer, si besoin, un reclassement ou de faire des propositions d'aménagement à l'employeur. Potentiellement, cette visite de reprise, elle peut également aboutir sur une inaptitude. La reprise, elle est effectuée 8 jours après la reprise effective du salarié sur son poste de travail. Le médecin du travail peut également prescrire des examens complémentaires, notamment lorsqu'il va falloir déterminer une compatibilité entre l'état de santé du salarié et son poste de travail, mais également pour dépister des maladies professionnelles ou des maladies qui pourraient être dangereuses pour l'entourage du salarié. Donc, on va faire un petit focus sur la prévention liée à la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire le maintien en emploi. C'est un sujet qui se développe de plus en plus et on va voir notamment dans quel cadre on peut accompagner certains salariés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services de prévention et santé-travail font du maintien en emploi. L'ensemble des personnes qui travaillent dans les équipes pluridisciplinaires travaillent pour le maintien en emploi des salariés, puisque les services de prévention et santé au travail sont là pour conseiller l'employeur, le travailleur et les représentants sur les dispositions et les mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir ou réduire la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien dans l'emploi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que certains services de santé au travail mettent en œuvre au jour d'aujourd'hui des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, pour revenir sur la visite de pré-reprise, cette visite, elle est forcément réalisée pendant un arrêt de travail. Ouais.
Cet arrêt de travail, il doit être au moins de 3 mois. L'intérêt de la visite de pré-reprise, c'est d'échanger avec le médecin du travail sur une problématique de santé, sur un handicap qui pourrait entraver la reprise de travail du salarié. Donc, le médecin du travail va évaluer si le poste de travail est compatible et il va préconiser des aménagements ou un reclassement ou une formation professionnelle aux salariés. Cette visite, donc, elle peut être demandée soit par le médecin, soit par le salarié, pardon, soit par le médecin traitant ou par le médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, je vais vous montrer 2 exemples de salariés qui ont été accompagnés par des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, de manière à avoir une petite idée du type d'accompagnement. Une salariée de 39 ans qui travaille dans le secteur de la chaussure, une salariée qui est arrivée à l'âge de 21 ans en France et qui, du coup, avait des difficultés pour la langue française, autant sur le parler que l'écrit. Malheureusement, cette salariée va présenter une pathologie qui va rendre impossible la reprise de travail sur son poste et malheureusement, pas de reclassement possible dans l'entreprise. Elle va donc être accompagnée par la cellule de maintien en emploi et orientée vers un prestataire extérieur qui va pouvoir lui réaliser un test de niveau en français et une formation à la langue française écrite et parlée. Et la cellule de maintien en emploi va l'accompagner sur la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation. On va possiblement aussi proposer à cette salariée un essai encadré dans une autre entreprise, dans le sens où ces problématiques de santé vont peut-être rendre difficile le fait de trouver un nouvel emploi. Donc, pour cette deuxième salariée, âgée de 57 ans, elle est animatrice d'ILO, c'est-à-dire qu'elle interagit énormément avec ses équipes et elle est vue en visite d'information et de prévention par une infirmière. Il se trouve qu'elle a une surdité et qu'elle est appareillée depuis 2013, mais malgré cela, elle rencontre des difficultés sur son poste de travail, notamment pour interagir avec ses collègues et également sur les conversations téléphoniques, notamment le fait d'entendre que le téléphone sonne. Donc, une étude de poste est réalisée sur son poste de travail qui va du coup effectivement montrer que son problème de santé rend compliqué la réalisation de son poste de travail. Elle est donc orientée vers la cellule de maintien en emploi qui va l'aider à remplir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et qui va par la suite l'orienter vers la cellule de Cap Emploi de manière à proposer des aménagements, notamment une montre connectée qui va lui indiquer lorsque son téléphone sonne, lorsqu'elle ne l'entend pas, et des masques inclusifs qui vont permettre à la salariée de lire sur les lèvres de ses collègues. Alors, un petit point donc, sur l'essai encadré. L'essai encadré, c'est un essai qui permet de tester la capacité du salarié à reprendre soit sur son ancien poste, soit sur un nouveau poste, ou éventuellement des aménagements possibles, ou enfin de préparer sur une reconversion professionnelle. Cet essai encadré, il a forcément lieu pendant un arrêt de travail. Il peut être de 14 jours qui peuvent être fractionnables et on peut faire un renouvellement une fois. Cet essai encadré, il peut être réalisé soit dans l'entreprise du salarié, soit dans une nouvelle entreprise lorsqu'on essaie de reclasser du coup et de faire une reconversion professionnelle. Enfin, un petit point sur les situations d'urgence, toujours dans le cadre de cette prévention de la désinsertion professionnelle, donc éviter qu'un salarié soit en arrêt de travail sur une période courte ou assez longue. Lorsque, dans une entreprise, on va avoir des événements graves, notamment des suicides de collaborateurs ou des braquages, des prises d'otages ou un accident grave, bien sûr que la première chose est de prévenir du coup les secours et de gérer l'urgence, mais il est très important de prévenir également son service de santé au travail, de manière à ce que le médecin du travail puisse accompagner l'employeur, puisse revoir si besoin certains salariés, et pour certains services de santé au travail qui sont dotés de psychologues, pourquoi pas proposer un accompagnement via un psychologue auprès des salariés qui en auraient besoin et auprès de l'employeur, de manière à prévenir les effets négatifs dus à la survenue de cet événement, c'est-à-dire notamment un risque d'arrêt de travail qui peut durer un petit peu longtemps au vu
des événements qui peuvent être graves. Voilà, je repasse la main du coup à Céline. Merci Florence. Merci à tous. Je trouve que c'est bien parce qu'on n'a pas fait trop long et à la fois je vois que dans le chat il y a pas mal de questions qui ont été soulevées et dont certaines nécessitent vraiment d'être reprises et redirigées, voilà, que ce soit à Gaspard, à Laurent ou à Florence. Donc on va passer du temps un petit peu là-dessus. Juste voilà, le dernier mot, en fait, je crois que c'est important de vous redire que tout ce qui a été présenté là, c'est vraiment du concret. On voulait vraiment vous donner des exemples très précis de ce qu'on fait au quotidien. Et tout ça, c'est compris dans la cotisation que vous payez déjà. Donc, aujourd'hui, nous avons des effectifs conséquents. Beaucoup d'entreprises, hein, on le citait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises suivies par les services de santé au travail, beaucoup de salariés suivis par les équipes pluridisciplinaires. Donc, on ne peut pas être partout. Et bien sûr, on fait notre maximum, mais ce n'est pas toujours simple. Donc, forcément, c'est aussi à vous d'être proactif et de nous interpeller si vous avez des questions, si vous avez des projets, si vous avez un besoin d'accompagnement très spécifique. Voilà, décrochez votre téléphone et prenez contact avec nous. On trouvera le moyen de vous apporter des réponses. On essaye, nous, d'être vraiment en prévention, c'est-à-dire de développer justement notre offre en venant davantage à la rencontre de nos entreprises. Dès leur adhésion, on essaye de déployer tout ça. Mais ce n'est pas facile parce que voilà, c'est beaucoup de très petites entreprises et voilà, on a du mal à être partout à la fois. Voilà, en tous les cas, merci pour votre écoute. Je crois qu'on a eu alors, des questions. Je me suis noté des questions alors, sur les aides financières. J'ai répondu dans le chat en indiquant les liens vers le site de la CARSAT. Je ne sais pas, est-ce que Laurent, tu veux redire un mot, puisque c'était toi qui l'a évoqué tout à l'heure, si tu veux redire un mot sur ces aides financières proposées par la CARSAT. En fait, il existe plusieurs propositions d'aide financière qui sont proposées par la CARSAT. Alors, il faut se rapprocher de la CARSAT dont on dépend, parce que les aides sont un peu en fonction de la CARSAT, dont vous dépendez du coup. Et elles sont variées, ça va de l'accompagnement à des projets spécifiques. Donc, il y a toujours des critères à l'accessibilité, hein, évidemment, donc ils vont dépendre de votre effectif de salariés, de votre projet et de votre position par rapport à la prévention de manière générale, où vous en êtes, et ça donnera accès à des aides financières, puis après des aides financières beaucoup plus larges qui s'incluent dans une démarche donc sur plusieurs domaines, qui vont du risque chimique aux troubles musculo-squelettiques, etc., qui sont vraiment très, très larges et qui vont être sur des équipements innovants, sur des recherches qui donc du coup vont encore une fois avoir des critères d'accès, mais qui vont vraiment s'axer sur tout ce qui est nouvelles technologies, sur des nouveaux équipements, etc. Donc, c'est des offres très variées. Après, comme je le disais, il faut se rapprocher des CARSAT dont vous dépendez, puisqu'en fonction des CARSAT, il n'y aura pas les mêmes offres et pas les mêmes disponibilités. Merci Laurent pour ces précisions. La fiche d'entreprise a soulevé quelques questions également. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est conseillée? Est-ce que c'est à l'entreprise de la demander au service santé au travail ou est-ce qu'elle va arriver de façon systématique dans toutes nos entreprises? Peut-être Florence, tu peux nous préciser comment ça se passe chez toi Donc cette fiche d'entreprise, effectivement, c'est un élément qui est important. On travaille dessus tous les jours, tout le temps. Malheureusement, effectivement, on a beaucoup d'entreprises. Il faut également, du coup, la renouveler de manière à ce qu'elle ne soit pas très ancienne. Donc, le mieux, effectivement, c'est de se rapprocher de son service de santé au travail de manière à questionner. Voilà, si la fiche d'entreprise n'a pas été faite, vous pouvez tout à fait la demander directement, soit à votre médecin du travail, soit à l'interlocuteur que vous avez habituellement. Très bien, merci. Une question a été posée sur l'impact de la loi sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce que Gaspard ou Laurent, il y en a un des deux qui veut répondre à cette question? Vas-y Laurent, on va répondre à deux parce que c'est une question piège. En fait, effectivement, vas-y. En août, une loi est passée concernant donc, une réforme sur la santé et la sécurité au travail. Effectivement, elle apporte un peu de renouveau sur le document unique, notamment le fait de devoir conserver les versions anciennes, ce genre de choses. Après, on attend toujours les décrets pour être vraiment dans la précision de l'application de cette loi qui est très générale comme toute loi. Et donc, on n'a pas encore de précision de comment ça va s'appliquer, de comment ça va s'articuler, de comment ça va s'organiser. C'est pour ça qu'on l'évoque. Je ne l'ai pas évoqué beaucoup non plus. C'est que pour l'instant, on est dans l'attente. On sait que l'idée, en tout cas, on s'oriente sur une nécessité de traçabilité des versions
précédente. C'est-à-dire quand on fait une mise à jour, il faut garder la version précédente pour qu'il y ait une visibilité là-dessus. Après, le comment, quelle durée, etc., tout ça reste encore à définir et on attend les décrets pour avoir plus de précision. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Alors, il me semble aussi qu'il réaffirme la nécessité d'avoir un plan d'action, ce qui était déjà le cas sur les documents uniques, mais qui n'était pas tout le temps fait par les entreprises. Et donc, il a été précisé dans cette loi qu'effectivement, les plans d'action devraient être faits et présents dans les documents uniques. Il faut savoir quand même que le document unique est une obligation depuis 2001, donc aucune entreprise ne devrait pas, enfin, toutes les entreprises devraient l'avoir. Et c'est vrai que c'est un document qui peut être complexe. Et à mon sens, et c'est ce qu'avait dit Laurent, c'est que la fiche d'entreprise est vraiment une des premières étapes qui peut vraiment vous aider pour soit une remise à jour, soit une construction de votre document unique. Le document unique, encore une fois, c'est vraiment 2 étapes. Il y a d'abord l'évaluation dans un premier temps et la mise en place d'un plan d'action. L'évaluation vous permet de voir les risques qui sont les plus importants dans votre structure par l'évaluation et derrière de vous diriger vers les risques qui sont les plus présents et les plus importants pour mettre en place et pour éditer votre plan d'action. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de vos équipes qui sont dédiées à ça, au niveau de vos services de santé et de prévention au travail. Merci, messieurs. Une question a été posée sur la gestion des risques lorsque les salariés sont en télétravail ou en situation de coworking. Alors, je peux apporter une partie de la réponse. Il y a eu des travaux qui ont été assez intéressants, qui ont été faits par l'ANACT. Je vous invite à aller les voir dessus. L'INRS et l'ANACT sont 2 sources assez importantes où on retrouve pas mal d'informations. Mais effectivement, il y a aussi pas mal de services de santé au travail qui avaient développé, dont nous on fait partie, développé des brochures pour justement essayer de vous donner quelques conseils pour comment garder du lien avec vos équipes, comment, alors ne serait-ce que le lien entre le salarié et le manager, par exemple, éviter tous les risques qui sont liés à l'isolement, etc. Et toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions qui sont assez nouvelles. Et en fait, de plus en plus, on peut apporter des réponses. Alors après, moi, j'ai pas de recette qui est toute faite. Il faudrait faire une petite analyse déjà de savoir où vous en êtes au niveau de la prévention, de savoir comment est gérée en interne la prévention. Et ensuite, derrière, il y a forcément des réponses des réponses et des améliorations qui pourront vous être apportées. Mais l'intérêt, encore une fois, de faire appel aux préventeurs, aux médecins, c'est vraiment qu'à chaque fois, on essaie de faire du sur-mesure. On essaie de prendre l'entreprise là où elle en est au niveau de la prévention pour les amener un peu plus loin. Et effectivement, les risques qui sont en lien avec le travail chez les personnes est un des risques, bien sûr, à prendre en compte et et sur lequel on peut agir. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses. Bon, je crois que c'était très bien répondu. Merci. Peut-être mettre dans le chat le lien à INRS ANACT pour. Oui, bien sûr. Voilà, super. Alors après, on a quelques questions qui concernent Florence, particulièrement sur le suivi santé-travail. Alors, je lis, les visites médicales ont une validité légale de 5 ans. Jusqu'à maintenant, nous avions des visites tous les 2 ans. La médecine du travail a pris du retard. Nous avons plus de 20 salariés pour lesquels les visites ne sont plus valables. Qu'en est-il, docteur ? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des périodicités différentes, effectivement, en fonction des salariés et en fonction du type de suivi, qui peut être maximum 5 ans et du coup qui va être différent en fonction de l'exposition des salariés. Là, la personne parle de visite tous les 2 ans, donc je ne sais pas si c'était avant la réforme qui, effectivement, demandait un suivi tous les 2 ans pour tous les salariés ou si c'est des salariés qui sont en suivi, qui nécessitent effectivement d'être vus tous les 2 ans. Effectivement, on a des difficultés malheureusement liées au fait qu'il n'y a pas assez de médecins du travail. L'intérêt est donc de travailler avec les infirmières de santé-travail, donc je ne sais pas si c'est un service qui en bénéficie ou pas. Là encore, le mieux, c'est quand même de se rapprocher de son service de prévention santé-travail de manière à échanger sur ce retard et voir qu'est-ce qui peut être apporté comme solution. Notamment, est-ce qu'une infirmière en santé-travail peut voir les salariés ?
Je compléterai en disant effectivement que de plus en plus ce qui se voit, et là c'est vraiment, je parle sur tout le territoire, rares sont les services qui débordent de médecins, soyons très clairs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une disparition, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, une disparition des visites périodiques, en sachant que la priorité de l'action des médecins et infirmiers, c'est de voir les personnes qui ont un vrai besoin. Alors, on a les visites d'embauche qui font partie des priorités. On a évidemment les visites de pré-reprise ou de reprise, les visites à la demande des salariés ou la demande de l'employeur. Et ces visites-là sont croissantes, hein, je crois qu'on peut le dire au fil des ans. Et c'est vrai que la visite périodique a alors peut-être un peu perdu de l'intérêt. En tous les cas, aujourd'hui, elle ne peut pas être notre priorité, ce qui explique que la plupart des services ont du retard. Donc, on en est conscient. Après, je crois que c'est vraiment le dialogue qui doit s'instaurer avec le service de prévention et de santé au travail pour trouver des solutions. Est-ce que c'est vraiment gênant pour un employeur de ne plus avoir de visite à jour ? Lui, en tous les cas, a fait la demande. Hein, je crois que ça a été évoqué plusieurs fois dans le chat. Ce qui est important pour les entreprises, c'est qu'ils fassent bien leur déclaration d'effectifs, qu'ils demandent bien sur les différents portails les visites dont ils ont besoin. Après, le service est en mesure ou pas de donner réponse. Après, c'est de notre responsabilité aussi à nous en tant que service. Mais voilà, vraiment, il faut essayer de créer du lien et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Question spécifique sur la visite de reprise. La visite de reprise à 8 jours, le salarié reprend donc son travail avant que le médecin n'ait vérifié si son poste est compatible avec son état de santé. J'ai apporté un début de réponse dans le chat en disant que d'où l'intérêt de la visite de pré-reprise qui est demandée par le salarié. Maintenant, je pense que Florence, tu peux peut-être effectivement répondre à cette inquiétude peut-être d'employeurs qui se disent le salarié revient, mais est-ce qu'il est vraiment en capacité d'eux et comment je fais en tant qu'employeur pour assumer cette responsabilité-là ? Tout à fait. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la visite de pré-reprise, elle ne peut pas être prise par l'employeur, mais bien sûr que l'employeur peut conseiller son salarié qui est en arrêt de travail de manière à ce qu'il se rapproche de son service de prévention et santé-travail. Cette visite de reprise, effectivement, elle est effectuée dans les 8 jours. Pour nous, c'est un avantage dans le sens où le salarié a donc repris et on peut avoir une petite idée de savoir si ça se passe bien ou pas. Maintenant, Merci. Je ne sais pas si ça a bugué ou pas. Ça ne bouge plus sur mon écran. Florence, on ne t'entend plus. Bon. Problème réseau, visiblement. On va poursuivre et puis elle nous rejoindra. On lui relaissera la parole un peu plus tard. Du coup, je crois qu'on a plus ou moins répondu à la question évoquée. Nous n'avons plus de visite d'embauche depuis 2 ans maintenant. Tous nos nouveaux salariés sont bien inscrits sur la plateforme avec le formulaire de demande. Rien n'y fait. Comment faire ? Nous n'avons pas de médecin en ce moment. Là, typiquement, on est dans une situation qui est malheureusement de plus en plus fréquente. La démographie est ce qu'elle est. On a des départs de médecins du travail. Bien sûr que tous les services cherchent à recruter des médecins du travail, mais ce n'est pas si facile que ça. Ça ne court pas les rues, comme tous les médecins spécialistes ou généralistes. Et ce n'est pas qu'en santé au travail qu'on a ce problème-là. Donc, effectivement, c'est un vrai souci pour vous, entreprises adhérentes, pour vous, salariés, pour les instances représentatives du personnel, bien sûr. Contactez le service de prévention et de santé au travail et essayez vraiment de créer la discussion pour trouver une solution. On est conscient de ces problématiques-là. Pour l'instant, ça reste plus ou moins à la marge, mais en tous les cas, on sait bien que ça fait partie des difficultés rencontrées. Et on voit bien que au fil du temps, la réglementation a évolué. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se repose aussi sur les équipes pluridisciplinaires pour faire aussi une partie du travail que le médecin n'a plus forcément le temps de faire compte tenu du volume de salariés qu'il a à suivre. Une question qui concerne les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures. Alors, est-ce que les employés qui interviennent en tant qu'entreprise extérieure sur un site industriel peuvent être suivis par le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice ? Alors, je voudrais faire une réponse oui, bien sûr. Malheureusement, le principe de réalité n'est pas si simple. Oui, les textes aujourd'hui prévoient qu'il est possible que ce soit les intérimaires ou les entreprises extérieures puissent être suivis par le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice.
Quand on parle de service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice, on est souvent sur un service qu'on dit autonome, à la différence des services santé au travail inter-entreprises. Et ça signifie en fait que pour mettre ça en place, il faut passer une convention. Et malheureusement, la réalité, c'est que les entreprises utilisatrices ne sont pas toujours partantes pour cette convention-là. C'est quelque chose qui a été réévoqué dans la loi du 2 août. Donc, je pense que c'est vraiment un axe de travail pour tous d'ailleurs, hein, pour les uns et les autres, pour les services de prévention et de santé au travail, mais aussi pour vous, entreprises adhérentes, ou entreprises extérieures ou agences d'intérim, etc. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus pour faire en sorte de redonner de la cohérence. En tous les cas, ça paraît assez intéressant que le suivi soit réalisé par l'entreprise utilisatrice parce qu'il y a une connaissance des postes, il y a une connaissance des risques et forcément, on est quand même au bon endroit pour parler du suivi santé-travail des salariés. Est-ce qu'on a autre chose? Alors oui, là, ça nécessiterait qu'on ait récupéré Florence. Tu es revenue? Oui, c'est merveilleux. Je suis revenue, désolée. Merci. On a une question qui finalement va dans la suite de ce que tu étais en train de dire, je pense. Si le salarié reprend son poste avant la visite de reprise ou sous 8 jours et se blesse au travail, que se passe-t-il? Alors, malheureusement, on peut pas éviter ce type d'accident. Il faut savoir que l'employeur, il est dans les clous, dans le sens où par contre, il faut effectivement qu'il ait fait la demande de la visite, ça c'est sûr, mais le salarié, il n'y a pas de problématique dans le sens où le salarié n'est vu que le 8e jour, par exemple. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver, mais l'employeur ne sera pas tenu pour responsable. Et alors, du coup, je ne sais pas si vous avez eu la fin de mon explication, mais un employeur qui est vraiment inquiet pour son salarié dans le sens où il pense que le salarié ne pourra pas reprendre son poste de travail, la meilleure des choses, c'est de prévenir le service de prévention et santé-travail de manière à ce qu'on essaye de le mettre le plus rapidement possible. On essaie de s'arranger. Et si ce n'est pas possible, soit de le mettre en congé ou en tout cas de le faire reprendre sur un poste allégé dans un premier temps. Mais le mieux, c'est quand même de se rapprocher de son service de prévention. On essaye toujours de faire au mieux. Je crois qu'en fait, c'est ça, il faut prendre conscience que le discours, on essaye de le personnaliser au maximum et qu'il y a des règles générales et puis derrière, après, il y a les cas un petit peu individuels et face à des urgences, des situations exceptionnelles ou des choses qui vraiment vous posent souci, on met en place des solutions. Certains l'ont bien compris et du coup, des fois, ils ont tendance à être très chronophages vis-à-vis du service. Donc, moi, j'ai tendance plutôt à inviter vraiment l'ensemble de nos entreprises adhérentes à avoir cette même attitude parce qu'on est là pour tous. La cotisation, elle est mutualisée à l'échelle du service et c'est vrai que ça ne serait pas juste qu'on soit toujours chez les mêmes et jamais chez les autres. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ça. Voilà. Appelez-nous, prenez contact et puis on discute et on voit ce qu'il est possible de mettre en place. Une question qui est la dernière question qui a été posée, est-ce que notre responsabilité est engagée si nous n'avons pas de visite d'embauche mais que les salariés sont bien inscrits et que le formulaire de demande de visite a bien été fait? Voilà, en tant qu'employeur, vous avez fait votre travail et nous sommes en difficulté, mais nous avons aussi nos responsabilités. Il y a une traçabilité de votre demande, donc vous avez fait votre partie. Après, si nous, on n'est pas au rendez-vous, et ben, tant pis pour nous. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, dans notre entreprise, en cas de doute, nous mettons nos salariés en absence indemnisée jusqu'à la visite de reprise. Effectivement, j'avais déjà entendu parler de ça. Florence, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être conseillé aussi. Oui, tout à fait. Certaines entreprises le font systématiquement. Après, je comprends que les employeurs parfois soient inquiets. Donc, d'où l'intérêt quand un salarié est en arrêt de travail depuis longtemps et surtout si le salarié manifeste une difficulté à reprendre, de lui conseiller de venir en pré-reprise pendant son arrêt de travail. Alors, par contre, il est vrai qu'il ne faut pas qu'il attende le jeudi pour la reprise le lundi, parce que malheureusement, 48 heures avant la reprise, on ne peut pas faire grand-chose et on ne peut pas beaucoup échanger avec l'employeur et l'employeur ne peut pas non plus beaucoup s'organiser. Donc, il faut que cette visite elle soit faite au minimum une semaine à l'avance. Mais c'est vraiment l'intérêt de cette visite de pré-reprise.
Je crois pouvoir dire quand même que de façon générale, un des grands secrets de la prévention, c'est la communication et les bonnes relations établies entre employeurs, salariés et instances représentatives du personnel. C'est-à-dire que plus on va créer du lien, créer de l'échange et être dans la discussion, plus on va réussir à anticiper ces situations-là. Un salarié qui est en arrêt, si on ne lui donne pas de nouvelles et qu'on n'en prend pas pendant tout son arrêt, forcément, à la reprise, ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué pour le salarié comme pour l'employeur. Et on ne peut pas, effectivement, ce que dit Florence, interpeller le médecin du travail le lundi matin à 8h pour lui dire, écoutez, mon salarié revient, qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment un travail qui doit se préparer. C'est un peu du cousu humain. Mais voilà, on a vraiment tout intérêt à réfléchir ça. Donc, dans les entreprises de taille plus importante, voilà, il y a des instances qui sont vraiment spécifiques où le sujet peut être abordé. Dans les petites entreprises, on ne doit pas s'empêcher de discuter aussi de ces choses-là. Et il y a peut-être des démarches ou des choses à réfléchir vraiment en amont pour savoir comment gérer ces situations-là. Mais c'est vrai que c'est un premier pas en fait dans le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc je pense qu'on a vraiment tout intérêt à ça. On a des réactions du coup. S'il y a visite de pré-reprise à la demande du salarié, y a-t-il aussi visite de reprise et l'entreprise en est-elle informée ? Alors oui. Donc, oui, ce qui est important de comprendre, c'est que donc, la pré-reprise, le salarié n'a pas d'obligation d'informer son employeur qu'il est venu voir le médecin du travail. L'information, elle a lieu quand on veut aménager le poste, mais il n'y a pas d'obligation. La visite de reprise, elle est prise par l'employeur. Donc, effectivement, dès lors que vous savez que votre salarié il a eu au moins 30 jours d'arrêt de travail ou qu'il a eu un arrêt pour maladie professionnelle, dès lors que vous pensez qu'il va reprendre ou si le salarié vous explique qu'il va reprendre son travail, il faut solliciter le service de prévention et santé travail pour positionner cette visite de reprise et informer votre salarié de la date et de l'heure du rendez-vous, de manière à ce qu'il vienne avec les documents en lien avec son arrêt de travail, parce que sans les informations, les radios, les courriers, les ordonnances, on ne peut pas trancher et voilà, ça rallonge les délais du coup après. Précision importante, effectivement. Bonjour, dans notre entreprise, nous avons différents services de santé au travail. Le document unique et la fiche d'entreprise doivent-ils être réalisés pour chaque établissement ? La réponse est oui. Il faut faire un document unique par établissement. Merci Gaspard. Voilà. Là, on touche du doigt une des difficultés aujourd'hui Ouais. que rencontrent les entreprises qui sont disséminées à plusieurs endroits sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'absence de cohésion, d'interopérabilité, enfin, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, une entreprise est susceptible d'avoir 4 ou 5 médecins du travail différents parce qu'elle a différents sites. Et donc, c'est vrai que ça veut dire aujourd'hui, parce que l'offre de service n'est pas forcément toujours la même d'un service à l'autre, ça peut vouloir dire déjà des cotisations qui ne sont pas au même prix et donc derrière un service rendu qui n'est pas forcément strictement identique. Donc ça, on est conscient que ça fait partie des choses qui sont un petit peu difficiles à gérer pour vous. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'il existe présence et qu'on travaille de façon concertée au niveau régional, mais aussi au niveau national pour essayer d'uniformiser un petit peu notre façon d'agir. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions, des réactions. Non, mais évidemment. Il nous reste 1 minute 56. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Quid des visites médicales de saisonniers ? Ah, c'est intéressant, les fameuses AFP. On va pouvoir en parler. Alors, visites médicales de saisonniers, donc stations de ski, qui ont des risques au travail, CACES, travail de nuit, habilitation électrique. Est-ce les mêmes normes pour eux ? Florence, voilà. Alors, personnellement, étant un peu plus des montagnes, je n'ai pas de saisonnier, donc ce n'est pas ma partie dont je suis la plus à l'aise pour répondre. Maintenant, on est d'accord que dès lors qu'il y a des risques, ils vont avoir les mêmes normes. Alors, je suppose que c'est en termes de suivi de salariés. Par contre, je peux répondre si tu veux, Florence. Oui, voilà, je veux bien. Nous, on a des entreprises, on a des montagnes chez nous. Donc, effectivement, voilà, le suivi santé-travail est presque le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous évoquez des risques au travail, tels que la conduite, travail de nuit, habilitation électrique, etc., il faut que vous déclariez vos salariés, qu'ils soient saisonniers ou pas, il faut que vous les déclariez en CIR, donc suivi individuel renforcé, et auquel cas, ils auront bien des visites médicales avec le médecin du travail. Après, pour ceux de vos salariés saisonniers qui ne sont pas exposés à des risques particuliers,
eux, ils n'ont pas forcément de visite médicale, mais ils ont des actions de formation et de prévention. Donc là, ce sont des actions de sensibilisation qui peuvent être effectuées pour un collectif de salariés saisonniers sur différents thèmes. Là, c'est au bon vouloir de l'équipe pluridisciplinaire qui va intervenir. L'action de formation et de prévention, elle s'organise sur à peu près 1 heure avec des infirmiers ou préventeurs qui vont parler, échanger avec les salariés saisonniers. Et puis, il y aura délivrance d'une attestation de présence. Hein. Donc, ce n'est pas une attestation de visite, mais en tous les cas, elle remplace la visite médicale et a bien pour objet de parler de la prévention des risques professionnels. Mais pour tous ceux qui sont exposés à des risques, on est bien sur une visite avec un médecin du travail. On a un petit appel à l'aide là, d'une infirmière en santé au travail en entreprise qui se fout de son document unique. Alors, effectivement, Rachel, comme l'a dit Laurent, comme j'ai essayé de le dire, effectivement, même c'est presque une obligation des services de santé au travail maintenant de vous accompagner dans votre démarche, du document unique. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher. Et encore une fois, je dirais que le document unique, ce n'est pas qu'une obligation réglementaire. Alors, si, c'en est une, bien sûr. Mais l'idée, c'est de transformer cette obligation par vraiment un document qui vous permettra de piloter la prévention. Et vous aurez des gains derrière au niveau de la santé des salariés, mais aussi au niveau de la performance des entreprises. Il y a des très belles études qui ont été faites, notamment par la CARSAT et par Présence sur ces questions-là. Donc voilà, rapprochez-vous absolument de vos services de santé au travail. Ils ont des gens qui sont compétents pour vous accompagner, pour vous aider. Surtout, encore une fois, sur les risques. Hein. Vous n'avez pas forcément de dosimètre, par exemple, pour mesurer le bruit. La plupart des services de santé au travail sont équipés pour vous accompagner là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à les appeler et à vous faire conseiller. Alors, merci beaucoup pour ce retour, Gaspard. Une réaction par rapport aux salariés pour qui l'action de formation et de prévention ne serait pas très adaptée. Et je pense que c'est ça aussi qui servira de mot de la fin. Un salarié peut à tout moment demander une visite avec le médecin du travail. On n'a pas besoin d'attendre la périodicité X ou Y, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans. À tout moment, tout salarié ou tout employeur peut demander une visite auprès du médecin du travail. Écoutez, voilà, je crois qu'on a tenu le timing. Il est temps de conclure. Un grand merci pour votre écoute et pour vos réactions et questions. Et puis, donc, dans les jours à venir, sur le site de Présence Auvergne-Rhône-Alpes, vous retrouverez ce super live avec le support et donc les slides. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à chacun. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.